Bon, merci à tous les participants et puis merci pour plus tard aux gens qui se connecteront et qui regarderont en replay. C'est l'énorme majorité des gens. Et puis merci à nos deux conférenciers, François Démier et Mathias Leboeuf. Je les remercie Bonsoir. d'avoir... Bonsoir. Je les remercie Bonsoir. de me consacrer un peu de leur temps. Ils ont écrit un livre que je vais vous présenter, si je le retrouve. Le voici. Contact OVNI l'enquête. C'est un livre extrêmement intéressant. C'est pour ça que dès que j'en ai entendu parler, j'ai acheté et j'ai parcouru. Je me suis dit, il faut absolument que je les invite pour qu'ils nous développent, nous fassent une présentation. On va bien sûr en parler un peu plus longuement. Ce que je voulais dire, c'est que OVNI Paris avait entrepris justement une petite série de présentations 4 présentations sur l'actualité ufologique. Pendant assez longtemps, j'ai traité des enquêtes sur le terrain, j'ai traité des thèmes, différents thèmes ufologiques, les crop circles, les différentes choses ufologiques ou à côté de l'ufologie, comme les mutilations animales, enfin, et aussi l'histoire de l'ufologie. Et là, comme grâce aux Américains, il faut bien le dire, l'actualité ufologique s'est débloquée hein, à partir de 1917, du fameux article dans le New York Times, les choses ont bougé de plus en plus. C'est ce qui est d'ailleurs expliqué dans l'introduction, assez longue introduction de ce livre. Moi, j'étais assez sceptique au début pour dire les choses franchement. Je me disais, oh, c'est encore une montagne qui va accoucher d'une souris. C'était un point de vue négatif bon, qui était faux, parce que ça a vraiment débloqué les choses. On voit qu'aux États-Unis, Non, il y a eu des, il y a eu des, ah, je vais admettre les gens qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées, des témoignages extraordinaires, des films qui ont été présentés. Et puis en France, eh bien, c'est un impact très important. Moi, dans ma famille, je passais pour un fou à m'occuper d'ufologie. Enfin, un fou, j'exagère un peu, mais. Et puis, quand il y a eu cet événement à la Sorbonne, organisé par Sarah Wittenheim et puis Demian, où eh ben, cet événement a été organisé parce que, justement, il y avait cette actualité débloquée par les Américains eh bien, ça a pris d'un seul coup, l'ufologie a devenu quasiment quelque chose de respectable. Et c'est bien, bien sûr, parce que, nous, on s'y intéresse depuis toujours, depuis longtemps, je dirais. Voilà, donc, je vais, je vais- donc, je vais présenter rapidement les conférenciers. Je vais surtout les laisser se présenter eux-mêmes, parce que, voir que François Démier, je le connais d'assez longue date, mais enfin bon, ça a été assez rapide. C'est un journaliste qui a été à Radio France, je lis mes notes, à Skyrock, à BTLV. BTLV, c'est Bob dit toute la vérité, c'est une chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne très connue qui s'occupe justement de faits un peu paranormaux qui sortent de l'ordinaire. Et puis, c'est un spécialiste de l'étude des phénomènes inexpliqués. Et Mathias Leboeuf, c'est un journaliste et philosophe. Et d'ailleurs, ça se voit dans le livre, puisqu'il a produit une partie, la dernière partie du livre, sur lequel il nous fait l'historique un peu des idées sur l'ufologie, mais l'historique depuis vraiment le début jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai été très rapide. Je vous invite à, François d'abord, à préciser, à dire en fait, il est perdu. votre- il est perdu, notre Mathias. Bon, notre François, on va commencer Non, avec je suis là. Mathias. Non, je suis là. Est-ce que vous pouvez chacun à votre tour m'expliquer votre parcours, d'où vient votre intérêt pour les ovnis, et puis si vous avez fait Moi, des observations personnelles ou si c'est un intérêt plus intellectuel, voilà. malheureusement, je n'ai pas fait d'observation personnelle. Moi, je suis un journaliste terrain. J'ai été reporter, j'ai travaillé à l'étranger. Moi, je suis curieux de pas mal de choses. Je suis généraliste, donc je n'ai pas de spécialité particulière dans le journalisme. Et puis, mon parcours a fait que je connaissais Bob Belanca qui a créé cette chaîne BTLV, qui est la chaîne qui a démarré au départ, qui a reparlé du phénomène OVNI dès 2013.
qu'il ait lancé une émission sur sur une radio FM qui avait cartonné. Et ainsi, comme je connaissais Bob depuis mon époque de Skyrock, j'ai voulu travailler avec lui. On a trouvé un terrain d'entente et il se trouve que dans cette émission, on parlait d'ovnis. Alors, les ovnis, c'est un sujet qui m'a intéressé de très loin. Je me suis jamais passionné par les ovnis. Je trouvais le sujet intéressant. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un article sur la question, je lisais. Enfin, j'étais pas un spécialiste, je ne suis pas un ufologue. Et du fait d'avoir travaillé à BTLV, ben, j'ai rencontré tous les, tous les acteurs du monde ovni en France, ainsi que j'ai ouvert aussi à Bob le chemin des ovnis américains, puisque je lui ai apporté l'interview de Jeremy Corbell, par exemple, ou d'autres Mhm. Américains, ce qui a fait que je me suis ouvert aussi sur la partie américaine et sur la partie française. Donc, une fois, après, bon, on reviendra avec Mathias, mais une fois que je suis parti de BTLV, où j'ai fait un peu le tour de la question, parce qu'au bout d'un moment, bah, les mystères, tout ça, tous ces genres de sujets sont passionnants, mais au bout d'un moment, bah, faut en sortir, il faut pas rentrer dedans complètement. Et du fait qu'avec Mathias, on a rencontré un éditeur nous a proposé le sujet. Donc, moi, j'ai pas cherché à faire liste sur les ovnis, c'est l'éditeur qui est venu nous chercher. Donc, voilà pour Ouais, résumer en bref le sujet. Enfin, c'est un c'est- sujet qui est passionnant, hein, c'est un sujet qui est ouvert. Et comme je le dis souvent dans les interviews, je dois dire qu'à part ce qui s'est passé en 2017, le sujet, finalement, on n'a pas beaucoup évolué sur les réponses à nos questions, non. C'est un sujet qui est tout c'est autant exact. mystérieux. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais c'est ça avance de manière infinitésimale, ça Oui. bouge C'est un pas, travail de pas fourmi, vraiment. hein. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Et le terrain, en plus, il y en a pas beaucoup. Une grande époque dans les années 70-80, il y avait une foultitude d'enquêteurs de terrain, Mm. souvent pas, plus passionnés que compétents, mais ça fait rien. Il y avait beaucoup de. Encore qu'il y avait des organisations très solides, genre SOS OVNI ou le Ouais. GEPA. Voilà. Donc, bah, je vais demander à Mathias ce qu'il en pense sur lui aussi, Alors, son Mathias a un parcours. problème technique, là, je viens d'avoir un message, là. Il faut qu'il revienne dans la. Il est pourtant Il a marqué été coupé. connecté il est toujours, moi je l'ai toujours comme, à ce moment-là je peux le supprimer, je le laisse faire, je crois qu'il faut qu'il se reconnecte. Mathias, bon, bah, on va peut-être avancer. Euh, ouais, ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant avec cette ouverture sur les États-Unis, c'est que ça change un petit peu. Franchement, OVNI Paris, ça a toujours resté franco-français. Enfin, il y a eu des gens, il y a eu des Canadiens qui sont venus, il y a eu un Américain du temps de mon prédécesseur Guy Lothaire. Et moi, j'ai toujours voulu rester au niveau de l'ufologie française. euh, Parce que c'est plus simple d'une façon, et puis aussi, il y a déjà pas mal de choses à faire, hein, l'air de rien. Est-ce que Mm. Mathias nous Oui, revient? il faut que tu le valides. Le valide, oui. Alors, je vais le faire. OK. Démarrer le son. Je vais faire ça. Et puis, il faut que je loue. Alors, ah oui, OK. Admettre. C'est parti. Ouais, il y a trois personnes. Il y avait trois personnes en attente. Autant pour moi. Je crois que c'est bon. Oui, il n'y a plus personne en attente. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Voilà. On t'entend très bien. Parfait. Bon, on coupera ce petit intervalle. Bah, est-ce que tu peux toi aussi m'expliquer ton parcours dans le sens de l'intérêt pour l'ufologie, enfin même au-delà d'ailleurs, pourquoi pas. Alors, Et au-delà, moi, j'ai une double casquette à la fois de philosophe, puisque j'ai un doctorat de philo et de journaliste, puisque j'ai commencé une carrière de journaliste peu de temps après d'ailleurs mon doctorat, puisque j'ai pas enseigné immédiatement en université, et j'ai commencé une activité de journaliste, notamment au groupe Jeune Afrique. Bon, j'ai fait plein de choses, plein de domaines dans le domaine du journalisme. Et puis, en fait, j'ai rencontré un jour cet Olibrius qui est également mon co-auteur, donc François Demier, et qui m'a au départ invité sur BTLV
on va la faire courte, mais qui m'a invité sur BTLV pour des émissions sur le bonheur. Donc c'était raccord avec une émission qu'il animait à ce moment-là. On a fait une émission sur le bonheur, on en a fait deux même, je crois. Et puis de fil en aiguille, j'ai été invité sur BTLV pour parler comment dire, de l'Atlantide et justement du substrat philosophique qui pouvait y avoir à travers ce mythe de l'Atlantide. Platon. En fait, c'est voilà, donc c'est moi, c'est comme ça que je suis rentré par la petite porte, hein, finalement. Comment dire, et ça m'a beaucoup amusé. J'ai beaucoup aimé cet univers. Moi, en plus, je suis vraiment un sceptique, un rationaliste, un matérialiste. Je suis probablement tout sauf quelqu'un de perché, quoi. Donc, je suis quelqu'un de plutôt tellurique, mais néanmoins. Toutes ces choses-là m'ont beaucoup plu et Bob Belanca m'a proposé de revenir régulièrement, ce que j'ai accepté avec joie. Ça permettait en plus de travailler avec François, avec qui on a tissé une relation très forte. Et puis de fil en aiguille, il y a cette émission Les Affranchis de l'info qui s'est montée, sur laquelle on s'amusait beaucoup et sur laquelle on prenait beaucoup de plaisir à aborder des tas de sujets, parmi lesquels, effectivement, les ovnis et la question de la vie extraterrestre. Bon, puis après, j'ai eu une émission sur BTLV. Donc voilà, je suis rentré un peu par à la fois la petite porte et puis la porte un peu du sceptique dans cet univers à la fois du paranormal et puis de l'ufologie, quoi, qui est un domaine. Alors, c'est pas par pur opportunisme, parce que moi je pense que ce domaine-là, et c'est ce qu'on a essayé d'ailleurs de montrer à travers le livre, sur plein de niveaux, mais on y reviendra tout à l'heure, est un domaine philosophiquement très très riche et très dense. Déjà parce que les philosophes s'en sont occupés depuis l'aube des temps, et puis parce que justement ça engage des tas de questions sur la place de l'homme, sur l'humanité. Donc moi, à travers mon travail de journaliste, c'est aussi le philosophe que je nourris. Et puis, comme dit Bob Belanca, moi, je m'interdis rien. Je peux tout envisager et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, voilà un peu le parcours qui est un parcours qui est, comment dire, dirigé par la curiosité et l'émerveillement d'une certaine façon. Donc, Ouais. Il y a je ne sais plus qui a dit la réflexion commence par l'étonnement. c'est Socrate, oui. Socrate, voilà. C'est le début. La philosophie commence par l'étonnement. La réflexion commence par l'étonnement. Effectivement, si on n'a pas d'étonnement, si on ne s'étonne de rien, si on croit tout savoir, ben, on n'avance pas. Et pour le coup, moi, je cultive plus l'étonnement que le doute aussi. Mais la première vertu, c'est l'étonnement. Ouais. Donc, bien évidemment, le ciel, l'univers, comment dire, la vie extraterrestre font partie de ces questionnements-là. Alors en plus, pardon de parler de moi un peu longuement, mais parce que le livre est dédié, enfin j'ai fait une dédicace à mon papa dans ce livre, et cette dédicace, c'est parce que je retrouve justement un questionnement que que j'ai fréquenté adolescent parce que mon père lisait les revues Planète. Et moi, j'ai été biberonné aux revues Planète que je trouvais très belles, qui étaient des magnifiques revues, graphiquement très abouties, et puis avec des questionnements qui étaient dingues. Et donc, les revues Planète étaient à la maison, et je lisais Planète, quoi. Et j'en ai encore d'ailleurs des exemplaires. Et bon, à un moment donné, j'ai fait plein d'autres choses, donc c'est un questionnement qui a un peu disparu de ma vie à un moment donné, mais quand je suis revenu via BTLV, j'ai retrouvé ce questionnement-là, et j'ai retrouvé cette appétence, on va dire, pour les questionnements de planète, quoi. Ok, merci Mathias. Donc en fait, t'as un peu commencé à évoquer la question suivante à propos du livre, et aussi, comment dire, François en a parlé un petit peu aussi, comment ce livre a-t-il commencé? Donc si je comprends bien, c'est pas la démarche vient d'un éditeur, et vous, avec votre vécu, vous êtes rentré
Alors, François, oui, c'est une démarche qui est un peu tortueuse et qui a été un peu longue parce qu'en fait, on avait avec François un projet qui était un projet de journal au départ, un projet de mensuel qui a été très long et qui a été très abouti, qui était un mensuel autour de toutes ces questions, mais qui était très généraliste autour du paranormal, de l'étrange, du mystère, de l'inexpliqué, de l'univers. On a monté un projet et on a été en discussion très avancée avec un éditeur de presse et un éditeur de livres qui étaient les partenaires de ce projet. Ce projet a failli se faire, a été à deux doigts de se faire, et il se trouve que on a beaucoup travaillé et ça a capoté pour des basses raisons financières, pour des trucs. Ça a capoté. Alors on était assez déçus. Et l'éditeur, non pas presse, mais l'éditeur livre, nous a dit ça m'embête qu'on ne travaille pas ensemble, que ce projet capote comme ça et qu'on n'ait pas l'occasion de faire des trucs ensemble parce que je sens qu'il y a vraiment un truc à faire. Et il nous a dit est-ce que ça vous dirait de faire un bouquin sur les extraterrestres, les ovnis? Et je dois dire que, enfin François en parlera dès que je vais arrêter de parler, mais on a été un peu surpris par sa proposition au départ. C'est-à-dire qu'on s'y attendait pas et on a été un peu décontenancé. On me dit, ah bon, tu veux vraiment faire un livre sur les ovnis? T'es prêt à y aller? Et il nous a dit, ouais, moi, c'est le cœur du Ouais, truc. c'est un peu la nouvelle donne. Ouais. Ouais. Oui, ouais, bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis. Il y a eu une vague de livres qui sont, c'était pas une vague d'ovnis, mais c'était une vague de livres qui sont sortis à ce moment-là. Et on a été très content de faire partie de cette vague-là, justement, parce que le livre a plutôt bien marché. Enfin, il marche toujours très bien. D'ailleurs, il est toujours en vente. Mais en tout cas, la demande nous a surprise. Et elle nous a tellement surprise que on a dit ouais, ok, mais on s'est très vite demandé, ok, faire un livre sur les ovnis, très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter et comment faire quelque chose qui n'a pas déjà été fait, c'est-à-dire en gros comment sortir du récit de cas, parce que beaucoup de livres sont consacrés au récit de cas. Et il y a des très bons livres et il ne s'agissait pas de redire ou de singer les gens qui font très bien ce genre de choses-là. Donc moi, j'étais très partant, mais on a cherché avec François une idée originale et qu'on croit avoir trouvé à travers ce qu'on a fait. Mais voilà, je laisse parler François parce que je ne veux pas parler trop longtemps. Je vais commencer Ouais. déjà à en parler. Le fait que nous, on n'est pas du tout ufologue, on n'a pas voulu faire un livre d'ufologue, parce qu'il y a déjà de très très bons livres qui existent sur le sujet, sur différents cas, sur Roswell, enfin sur tout le monde ovni, sur les vagues ovni des années 90. Enfin, des livres sur les ovnis, il en existe pléthore. Et donc, la difficulté, c'était de trouver un livre qui donne envie aux... Parce que moi, ce qui m'énervait, je pense que c'est la même chose pour Mathias, ce qui m'énervait, c'est que quand on voyait des sujets, comme il y en a régulièrement à la télévision, on avait la musique X-Files et les gens en plateau rigolaient autour du sujet, quoi. Et ce qu'on voulait justement, c'est de proposer un livre qui fasse un petit peu un récapitulatif de ce qu'il faut savoir aujourd'hui, en sachant que ce livre, s'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé depuis 2017, je pense pas que j'aurais écrit le livre, parce qu'avant 2017, moi, je suis arrivé à BTV en 2013. Entre 2013 et 2017, il ne s'est pas passé grand-chose dans le monde. C'est vraiment Exact. 2017, décembre, où il s'est vraiment passé quelque chose de fondamental. Et même si, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas énormément avancé sur la question, on a beaucoup avancé, mais pas énormément. C'est-à-dire qu'on a maintenant des vidéos, on a le Congrès américain qui s'est penché sur la question. Mais il faut dire aujourd'hui qu'en France, quand on parle du sujet OVNI, à la télévision française, c'est toujours les petits ovaires. Mathias a fait des émissions Ça sur bouge un CNews peu. où les gens rigolaient quoi, quand il a parlé du livre. Quoi. Moi, j'ai eu la chance, il y a une semaine, j'ai fait une émission sur Sud Radio. Enfin, j'ai fait une émission, j'ai eu 5 minutes sur Sud Radio. Et là, il n'y a pas eu de la musique X-Files. J'étais assez content. Et les gens étaient très sérieux et m'ont posé des questions intelligentes, ce qui était, bon, pas beaucoup, mais ils ont posé chacun une ou deux questions. C'est-à-dire que le sujet commence à arriver dans le domaine public français. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de chemin à faire. Et heureusement, cette année, il y a eu. Nous, on a pratiquement été le premier livre de la série, puisque le livre de Maxence est sorti après au mois de mai. Il y a eu le livre d'Elizondo. Ouais. D'ailleurs, avec Mathias, on est un peu aussi à l'origine de l'Elizondo en France. On a créé notre propre Ben, bravo. concurrence, mais en même temps, c'est un livre qui nous a aidés.
puisque entre le livre de Sylvain Maisonneuve, qui a eu énormément de publicité, puisqu'il est passé sur toutes les chaînes de télé, qui a fait pratiquement le même livre que nous, sauf qu'il n'a pas fait vraiment d'enquête, il a fait simplement un récapitulatif de ce qui se passait aux États-Unis autour du sujet OVNI. Donc ce livre, bah, c'est un livre qui donne envie. C'est pas forcément un livre pour toi, Patrice, hein. Je suis content que tu l'aies apprécié, mais au départ, c'est un livre qu'on a voulu faire pour donner justement envie aux Français, aux gens en France, aux francophones de s'intéresser au sujet. Oui, Oui, ton livre, je peux dire que je l'ai beaucoup apprécié. C'est un très gros travail et ça apporte, et vraiment, c'est pour le grand public en même temps. C'est-à-dire que ça apportera à beaucoup de monde, quoi, le grand public et même les ufologues. Moi, je pense que, enfin, moi, je suis peut-être pas le plus grand des ufologues, mais bon, il y a des choses que j'ai apprises, voilà. mais justement, on est parti de l'idée en se disant qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, bien sûr, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire d'original, mais on s'est dit comment, si on oublie tout, qu'est-ce qu'on retient si on oublie tout. Et on s'est dit, bah, justement, c'est là qu'est venue l'idée de l'enquête. On va aller voir un peu d'une façon socratique. On retrouve d'ailleurs l'idée de la philo, c'était d'aller voir justement alors, des témoins, des experts, des gens qui ont trait à la, comment dire, à la question et leur dire, bah alors, et toi, qu'est-ce que tu as vu, en quoi tu crois, pourquoi tu crois ça, qu'est-ce que tu en penses. Et c'était aussi pour nous la meilleure façon de réactiver le sujet et d'y prendre du plaisir. Parce qu'on a pris énormément de plaisir à prendre notre bâton de pèlerin et d'aller questionner tous ces gens qui ont bien voulu nous répondre. On en parlera tout à l'heure, mais certains n'ont pas voulu nous répondre. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de gens qui nous ont répondu et pas des moindres. Et on a été ravis de ça, quoi. Et justement, nous, on s'est mis dans une position un peu socratique de celui qui ne sait rien, en se disant que ça servirait justement comment dire, à promouvoir le sujet pour celui qui ne connaît rien, et puis en espérant que ceux qui connaissent le sujet, ils trouveront aussi leur compte, parce que les experts qui parlent sont des experts quand même de premier plan, quoi. Oui. On a eu beaucoup de chance parce que sur les experts, beaucoup d'experts qu'on trouve dans le livre, moi j'ai essayé de les avoir sur BTLV et je les ai pas eus. C'est comme Christopher Mellon, qui c'est pas n'importe qui, comme Nick Pope, comme ouais, qu'est-ce qu'il y avait encore, je ne sais plus. Le général Mignot, on est Gérard content de Mignot, Avilob, à le l'époque, quand Avilob avait sorti son premier livre qui avait marché en France, l'éditeur n'avait pas voulu qu'il passe sur BTLV, quoi. Et là, Avilob, on l'a eu vraiment sans aucun problème, quoi. Donc c'était assez Et à voir, étonnant. il est pas si facile à avoir, Luminet non plus. Ouais. Et Ok. Luminet, bon, c'était plus facile puisqu'on l'avait déjà eu plusieurs fois à BTLV, donc c'est quelqu'un qu'on connaissait. Mais on a eu quelques surprises. Par contre, euh, moi, On a eu l'idée qu'on avait aussi avec l'éditeur, on a eu quelques regrets aussi, quoi. ouais, l'idée Bon, qu'on avait eue en discutant avec l'éditeur, c'était pourquoi regarder le ciel? Et surtout, qu'est-ce qui se passerait si demain les extraterrestres débarquaient? Donc c'est pour ça qu'on avait tenté d'avoir les religieux, et là, la porte a été fermée, quoi. C'est-à-dire que j'ai même essayé d'avoir un autre philosophe que Mathias, parce que Mathias, j'étais pas sûr que ce soit un très bon philosophe, donc j'ai dit, on va essayer d'en trouver un autre. Et le philosophe m'a répondu bêtement, je connais rien aux ovnis, donc je ne vais pas en parler. Ce qui est, pour un philosophe, je trouve que c'est vraiment une réponse complètement stupide. Je ne sais pas si tu es d'accord, mon cher Mathias. Bon, j'aime bien cet humour. Ok. Et c'était la même chose Souvent, d'ailleurs pour les juifs et pour les catholiques, c'est-à-dire les les religieux. catholiques, chez les catholiques, on a eu des Ouais. théologiens quand même Non, mais je catholiques. parle des prêtres, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir. Et bah, pourtant, le la réponse Vatican à chaque fois, lui-même, c'était. le Vatican lui-même a fait plusieurs Le, fois des ouais, le réponses Vatican, oui. positives sur le sujet, hein. La réponse, bah, on a une réponse justement du, comment dire, du responsable ou du directeur de l'Observatoire du Vatican, Ouais. Solagno, et qui tient en 5 lignes, mais qui est magnifique, qui est une réponse magnifique, et qui est une fin de non-recevoir, mais qui nous a beaucoup amusé et beaucoup fait plaisir, parce qu'on y a été aussi avec une certaine forme d'amusement. Euh, tous les gens qui nous ont répondu nous auraient probablement pas aussi facilement répondu il y a encore 5 ou 6 ans. Et nous, on a été effectivement très étonnés d'avoir
des gens qui nous répondaient relativement facilement, et puis surtout qui avaient vraiment envie de parler du sujet. Chris Mellon, effectivement, quand on a reçu l'accord de Chris Mellon, François et moi, on était quand même, on s'est dit waouh, un sous-secrétaire d'État américain sous 2 administrations qui veut bien répondre à 2 petits journalistes français obscurs qui font un bouquin sur. On était quand même voilà. Et L'homme qui est après, surtout à l'origine des vidéos de 2017, quoi. C'est l'homme clé oui, alors, non, mais avec qui ils ont bien évidemment. Mais même, c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de quelque chose enfin, en tout cas pour moi, mais je pense que pour François aussi, de l'enfance ou de l'adolescence. Une des premières interviews qu'on a fait, si je me souviens bien, c'est Jean-François Clairvoy. Bon, Jean-François Clairvoy, c'est quand même Challenger, c'est quelqu'un qui a été dans l'espace, et on était comme des gamins quand on l'a interviewé sur ces questions-là, quoi. Et il a été adorable, il nous a consacré pas mal de temps, et ça a été vraiment un vrai plaisir. Donc, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce livre. On l'a jamais dit, ça, mais on a pris beaucoup de plaisir. Ouais, je crois que ça se voit. Claire, je l'ai rencontré à une opération qui s'appelait Yuri Night. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'était une fête qui se déroulait dans le monde entier, notamment à Paris, pour fêter le premier homme dans l'espace. Yuri Ah oui. Gagarin, bien sûr. Et Claire était venu, nous avait fait un petit exposé. Il nous avait montré une photo d'un départ d'une fusée Soyouz dans le Kazakhstan, je ne sais plus, à Baïkonour. Et il nous dit, voyez cette tache-là sur l'écran là, qui bouge là? C'est un ovni. Mais il n'en a pas dit plus. J'ai jamais pu en tirer davantage. Votre livre, il y a dire bouquin, donc franchement. 3 parties. Alors, une introduction, ce que j'appelle une introduction assez longue, en 90 pages, mais pour resituer le débat. Le cœur de l'ouvrage, les 24 interviews. Je crois qu'il n'y en a pas 25, il y en a 24. Ouais. Et puis à la fin, une postface historique et philosophique. Alors, sur l'interview, vous l'appelez une actualité sidérante. Ouais, c'est pas mal trouvé. Sidérale en plus, sidérante. Euh, oui, c'est parce qu'il fallait bien poser la problématique OVNI, il fallait bien situer le sujet, hein. dedans. C'était ça l'idée, je pense. L'idée, c'était de partir de 2017. Et puis, je suis revenu aussi en arrière parce que j'ai trouvé très intéressant de dégrainer les différents présidents américains qui avaient tous quelque part une relation avec les ovnis, puisque Jimmy Carter avait, dans, dans sa, dans sa vie, il a eu un contact, il a rapporté qu'il avait vu le phénomène ovni, ainsi que Reagan. Reagan était un Oui, passionné du sujet. Même Trump, aujourd'hui, est quelqu'un qui s'intéresse au sujet. Alors, c'est là que on voit tout ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Ils sont pas de belles dans tous les sens du terme. On se rend compte que finalement, le président des États-Unis n'a peut-être pas forcément tous les pouvoirs, puisque visiblement, les présidents américains ont voulu parler des dossiers, enfin, ont voulu sortir les dossiers, puis que finalement, pour l'instant, on n'en sait guère plus, quoi. Puisque, c'est pas Carter qui s'était fait élire en disant qu'il ouais. allait libérer la parole, et puis rien du tout, hein. Je crois que Hillary c'était Clinton avait dit que si elle était élue, elle en parlerait. Clinton, peut-être, Clinton, pas Ouais. Carter, autant pour moi. Mais Kessler aussi avait dit qu'il en parlerait. Et finalement, visiblement, on sent qu'il y a un blocage, que même le président des États-Unis n'a pas accès aux informations, quoi. Donc finalement, lorsque au Congrès, on parle de récupération de parties biologiques, de parties d'engins, hein, pour l'instant, ce ne sont que des témoignages, quoi. On n'a toujours pas la preuve que ce sont des choses qui viennent de l'extérieur de la Terre, quoi. Finalement, ça peut être des engins soviétiques ou chinois ou américains, on n'en sait rien finalement. Ça, c'est une très bonne remarque et qui, en fait, on en reparlera peut-être à la fin. Qu'est-ce qu'on attend finalement de tout ça? Qu'est-ce qui va nous convaincre quelque part réellement? Finalement, il n'y a que deux options. Une parole officielle, peut-être c'est ça qu'on attend, un acte Pas forcément, d'autorité? de toute façon, on n'a que deux options. La parole Soit, officielle, justement, enfin, on n'a pas eu de parole officielle, mais la parole officielle, nous, c'est un peu sur ça qu'on ouvre le livre, c'est-à-dire que 2017, c'est quand même un choc, parce que
c'est l'armée, quoi. C'est-à-dire que c'est l'armée, c'est des vidéos de l'armée, Oui, exact, il y a exact. non seulement le visuel, mais il y a même, on insiste souvent sur les visuels, mais quand on entend les pilotes et la réaction des pilotes, c'est-à-dire le script de ce qui se dit dans le cockpit, est quand même très intéressant aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a ouvert. Il y a plusieurs gens, plusieurs personnes qui nous disent, ah, mais pourquoi vous n'êtes pas remonté à 47, Roswell, machin. Bon, nous, on s'est dit, 2017, c'est une sorte de reboot, ça réouvre le dossier et ça réouvre le dossier sous un angle qui est un angle quand même incroyable parce que notamment pour les sceptiques ou les gens qui sont un peu, comment dire, méfiants, quand vous avez la Navy qui déclassifie des vidéos et qui dit, bah là, il y a des choses et on va vous les montrer et c'est des choses qui sont pas communes voilà, et on ne peut pas faire autrement que de reconnaître ça. Il y a quand même un sacré pavé dans la mare. Et donc, effectivement, il n'y a pas de parole officielle qui dit il y a de la vie extraterrestre ou il y a des choses extraterrestres, mais en tout cas, on est quand même déjà, il y a un pas énorme qui a été franchi, quoi, Il y a symboliquement. quand même des officiels, hein. Il y a quand même des officiels. Il y a Alors, Marc c'est Rubio qui vrai que aujourd'hui a un poste Ah oui, oui, non, important. mais oui, Il y a, euh, il y a des oui, députés, enfin des sénateurs, enfin il y a quand même des oui. officiels américains les on sénateurs n'a pas l'équivalent en Voilà. France. Ouais. Ah, les mais sénateurs qui ont fait pousser pour la RATP, voilà, c'est ça. effectivement, Toutes les commissions il y avait d'enquête, un sénateur très important. Ouais. On n'a toutes. pas Ok. l'équivalent en France du tout, hein. On n'a pas une Non, Non, mais commission aujourd'hui rien c'est du ça tout. de qu'on a LFI voulu. C'est ça ou qu'on a de voulu expliquer aussi un peu au public français, c'est comment ça se passait, notamment aux États-Unis, parce qu'effectivement, il y a déjà le fait que l'armée déclassifie ces vidéos, et puis après, il y a toutes les commissions d'enquête au Congrès et toutes les auditions au Congrès qui sont pas non plus des choses anodines, quoi. C'est-à-dire que le politique valide le sujet, entre guillemets, en tout cas aux États-Unis. Alors, bien évidemment, en France, on a une toute autre réception, et probablement en Europe aussi, mais notre point de départ, c'était ça, quoi. Parce que c'est aussi ce point de départ qui nous a servi après à interroger les experts en leur disant alors qu'est-ce qui se passe quoi et qu'est-ce que vous en pensez. Et l'autre question aussi, c'est qu'aux États-Unis, c'est avant tout un problème de sécurité. Et on voit qu'aujourd'hui, en Europe, avec ce qui se passe avec la Russie, le problème de sécurité, on s'en fout un petit peu. D'ailleurs, on a interviewé un député, un ex-député, Francisco Guerrero, qui a voulu, euh, qui a voulu en parler au niveau européen, et visiblement, ce sujet n'intéresse pas. Alors qu'aux États-Unis, c'est la question de la sécurité est une question primordiale. Et visiblement, au niveau européen, c'est quelque chose dont on s'en fout. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que en ce moment, on se rend compte que le problème de la sécurité des drones, de ce qui survole le ciel, est une question primordiale. Parce que comment, Ouais. on ne sait pas d'où ça vient ces drones. Il y a des drones, on ne sait pas d'où ils viennent. Je ne sais pas Alors, si vous vous rappelez, les drones qui survolent les centrales nucléaires, par exemple, voilà, je voulais revenir. On n'a jamais su le fin mot ouais, d'histoire sur non, la totalité des exact. drones. C'est Ouais. Certains drones, on a su, mais la plupart, la on ne sait pas. Russie François. À l'époque, il n'y D'ailleurs, avait pas de problème. il y a des gens comme Alain Juillet qui poussent, qui disent si vous voulez vraiment que quelque chose avance, il faut vraiment attaquer sur le terrain sécurité, Ouais, c'est ce que dit Alain Juillet. etc. Ouais. Ouais. Mais ça plaît pas à tout le monde hein, dans le milieu ufologique. Bon, ok. C'est ce que dit, c'est ce que dit Alain Juillet, c'est ce qu'il nous a dit puisqu'on l'a eu en interview Ah, ben longuement. exact, oui. Et, Oui. et effectivement, Alain Juillet dit que cet angle est un angle primordial, et notamment effectivement aux États-Unis. Et d'ailleurs, Alain Juillet est très étonné qu'en France, on ne soit pas plus préoccupé. Alors peut-être que le ministère des Armées, parce que ça dépend plus du ministère des Armées que du ministère de l'Intérieur, peut-être que le ministère des Armées est secrètement concerné, mais en tout cas, en termes de parole officielle, il n'y a pas grand-chose Non, d'ouvert, quoi. il Enfin, n'y c'est a même rien un du sujet tout. plus européen que français, à mon avis, puisque Francisco Ouais. Guerrero avait essayé d'en parler. C'est Thierry Breton, à l'époque, qui était commissaire européen, et il y a eu une fin de non-recevoir. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était il y a 2 ans, l'Europe se fout complètement de ce sujet. Alors que moi, je Hmm. pense que c'est un sujet européen plus un sujet franco-français, puisque à la vitesse où vont Peut-être. les ovnis, ça reste pas. La France ne pourrait pas faire grand-chose si c'était pas l'Europe, quoi.
Non, mais Exact, mais c'est peut-être l'idéologie qui a parlé, là. Enfin, bref, bon, peu importe. à un moment donné, ça a été un sujet, enfin, bien sûr que c'est un sujet de toute façon international, mais à un moment donné, ça n'a pas été un sujet franco-français, mais il y a eu un moment donné où la France avait le lead sur la question, puisque la France a créé le GEPAN et le GEPAN a collecté quand même un certain nombre de données. Puis il y a eu le rapport Cometa, donc à un moment donné, la France était à la pointe de ces questions-là. C'est-à-dire Exact. Oui, tant sur le plan administratif que sur le plan politique, comme État, c'est pas rien. C'est un rapport qui a été remis aux plus hautes instances. Donc, la France avait un rôle un peu leader. Effectivement, dans la réception de ces phénomènes et dans l'étude de ces phénomènes, et on a perdu complètement ça, quoi, aujourd'hui. alors, oui, c'est dommage, mais je crois que c'est un peu. Enfin, on va pas parler. On va rester sur l'ufologie. Va voir quand t'es Euh, remonté là, t'avais des petits trucs bleus avec des petits Pardon, points. s'il vous plaît. Vous pouvez couper votre micro, Brigitte. On va parler des interviews. On en a, de façon générale, on a déjà dit que c'était un choix, qu'il n'y aurait pas d'ufologue de terrain ou de théoricien. Enfin, il n'y a pas de Canuti, de Durkheim, de Jean-Pierre Petit, de Jacques Vallée, etc. Alors, Jean Petit. Ouais. Alors ouais, ça, je vais dire. vous avez déjà répondu. Voilà. Jean-Pierre, Non. on a tout fait pour avoir Jean-Pierre, qu'on connaît tous les deux, avec qui on a fait plusieurs émissions et qu'on apprécie. Et je peux vous dire que je lui ai envoyé des tas de messages par mail, par SMS, par voilà. Il nous a dit qu'il voulait plus parler de ça et qu'il voulait plus y répondre, qu'il voulait pas répondre de ça et qu'il voulait pas, voilà. Donc moi personnellement, je pense que pour François aussi, c'est un regret parce qu'on aurait vraiment aimé l'avoir dans le panel des experts, mais on a cherché à l'avoir et il nous a pas répondu. Bon, c'est son choix que je Ah si, il nous respecte. a répondu non, parce que moi Oui, je l'ai longuement au téléphone pendant une demi-heure, et si, il nous a mais répondu, mais il nous a répondu Niet. non. Non, d'accord. Jacques Vallée, non, vous avez cherché, non? on a cherché, mais pas aucune réponse. Ouais, ça, Il nous a pas répondu. c'est un regret, ça. Parce Il y que a c'est plein de quand gens qui nous ont même. pas répondu. Hein. On a envoyé. Je vais balancer un peu parce que ça me fait rigoler, mais on a cherché à interviewer les gens du MUFON France. Oui. Les gens de MUFON France, ça les intéressait pas de nous répondre, quoi. Bon, voilà. Donc, bah oui. Parce qu'ils auraient besoin peut-être d'un peu de pub pour développer leur réseau, je sais pas. C'est Ouais. pas, c'est vraiment, voilà. Donc, sur l'ensemble comment dire, des demandes qu'on a eues, on a eu des réponses négatives. François évoquait notamment sur le volet religieux, parce qu'on voulait avoir des religieux, des sociologues, des psychologues. Il y avait cette dimension aussi qui nous intéressait, de dire, OK, si ça existe, alors qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça change pour l'humanité. Et on Ah oui. voulait avoir cet aspect un peu sciences humaines qui est souvent interrogé finalement dans les films et qui est rarement interrogé dans les livres. Donc c'est pour ça qu'on a cherché à avoir des sociologues, des théologiens, des psychologues, des religieux. Et c'est vrai que chez les religieux, on a eu une fin de non-recevoir aussi assez importante. On a envoyé des demandes à plusieurs rabbins qui n'ont pas voulu nous répondre. Chez des religieux catholiques faisant partie de l'Église, pareil, on a eu une fin de non-recevoir. Alors, on a eu des théologiens qui sont plutôt des théologiens catholiques. Donc, Oui. Arnaud, par exemple. Arnoux, Oui. Evé, qui sont des gens de premier plan, donc on était ravis. Mais c'est vrai que, voilà, et alors, cerise sur le gâteau, parmi les religieux qui nous ont répondu très rapidement et très favorablement, on a eu un imam, l'imam Chalgoumi. Je crois que c'est une des premières interviews qu'on a fait en plus. Qui est une interview un peu étonnante, pour pas dire surréaliste, mais qui est très intéressante. Donc, voilà, quoi.
On n'a pas toujours eu des réponses positives. Après, sur la masse des réponses qu'on a eues, à un moment donné, on a quand même eu beaucoup de réponses positives et notre éditeur nous a dit bah ouais mais les gars, à un moment donné il faut vous arrêter parce que là vous êtes déjà à un nombre important, les interviews sont très nourries parce que c'est ça aussi. Alors il y a des interviews qui sont plus courtes que d'autres, mais notamment Avilab, Alexandre Sheldon Duplay qui a fait une interview. Non, c'est pas court, à Villov, elle est longue, votre. Ah non, non, elles sont longues justement. Ces interviews-là Oui, sont très longues. À Villab, on a eu une elle interview est très très longue. intéressante, celle-là, parce Très- que Ouais, 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 ça ouais, à séduit Villab. bien le personnage. Ça permet de mieux le comprendre, la façon dont il réagit, qui peut paraître bizarre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on était très content d'avoir Jean-Pierre Luminet en regard, parce que Jean-Pierre Luminet connaît bien Avilob. Ils sont euh, à la fois copains et en même temps ils sont en désaccord sur un certain nombre de choses, sur peut-être les limites jusqu'où il faut aller trop loin. Et Jean-Pierre Luminet d'ailleurs parle un peu de Avilob dans son interview, et c'était intéressant d'avoir cette mise en abîme et ce dialogue par interview interposée entre les deux. D'accord. Donc, comment vous avez fait ces interviews? Face à face, assez, pas souvent, je suppose. Par Ça écrit, dépend par. lesquels. Ouais. Certaines, on a envoyé des questions. À Villeb, on l'a fait par Zoom, enfin par des systèmes comme aujourd'hui. On a envoyé des questions, des réponses aussi. Et puis on a vu, certaines, on les a vues en face à face. Oui, il y a eu un peu de tout, quoi. Au C'était assez café, mélangé, quoi. d'accord. Quand on, Ça quand change on pas grand-chose. pouvait, quand on Ouais. pouvait faire du face-à-face et être présent, on le faisait. Quand on pouvait avoir les gens en vidéo ou en téléphone, on le faisait également parce que ça permet d'interviewer d'une façon beaucoup plus souple. Donc à Villeb, Jean-François Clairvoy, Alain Juillet, enfin la plupart d'ailleurs, Luminet, tous ces gens-là, on les a interviewés, comment dire, de vive voix. C'est la majorité, là, je regardais. Oui. Ouais, la majorité, ouais. Et puis, Christopher Mellon, on lui a envoyé il nous a donné son accord. On lui a envoyé une première série d'une vingtaine de questions, je crois, quand même, quelque chose comme ça. Et puis, après, il nous a répondu. On lui a renvoyé d'autres questions. Voilà, quand on fonctionnait par mail, on faisait des va-et-vient par mail et il nous a répondu d'une façon tout à fait charmante. La seule qui nous a répondu un peu sèchement, mais on était quand même contente de l'avoir, c'est Françoise Combe. L'interview est un peu sèche, mais bon, voilà, quoi. Elle dit aussi quelque chose dans la façon dont le. C'est c'est important aussi, puisque ce genre de réactions, en fait, sont très fréquentes. Il y a une seule femme, d'ailleurs, comme j'ai noté là dans mes Ouais. notes. Ce qui est, et j'ai marqué d'ailleurs, représentatif de l'opinion de son sexe. Non, c'est une blague, c'est tout à fait le contraire. Ah, c'est parce Euh, que François Damier est très misogyne et j'ai dû batailler pour avoir Françoise Combe. Il y a aussi des ah, gens qui bravo. sont, il y a aussi des gens qui sont absolument enfin, contre les pseudo-révélations, comme ils disent, comme Mac West, qui est un podcasteur très célèbre aux États-Unis, et qui, lui, il crache un peu sur tout, sur les Avi Loeb, sur tout le monde, quoi. Ce sont des gens qui sont pas du tout, qui sont intéressés par le sujet, mais qui le démontent en permanence, quoi. Donc, on a essayé d'avoir un peu les gens qui étaient en accord avec le phénomène et ceux qui étaient contre, quoi. Oui, ben, Il y a une autre personne aussi qui était pas du tout connue en France, qui est Steve Bassett, qui est le premier lobbyiste au Congrès, qui a travaillé autour des. il est passé au OVNI Paris. Voilà. Et il a fait une conférence à OVNI Paris. Alors, c'était dans les années, j'étais encore petit, peut-être 2014-2015. Ah oui. Ouais. Et il avait été invité par Guy Lothaire. Et effectivement, c'est un activiste. C'est un gars extrêmement dynamique, extrêmement rentre-dedans. Il nous avait fait une conférence vraiment genre ouais, conférence militaire, quoi. On va attaquer les positions, on va faire ceci, on va faire cela. C'était
Bon, ça n'a pas vraiment abouti, mais ça fait partie des gens qui peut-être à longue ont usé, ont usé les gens et ont fini par passer, je ne sais pas. Et puisqu'on parle de militaires, parmi les gens qu'on a réussi à avoir, il y en a un qui nous a dit non au départ, qui nous a dit qu'il ne voulait pas nous parler parce que les journalistes, il leur faisait pas confiance et que les journalistes voulaient faire du sensationnalisme avec cette question-là. C'est le général Mignot. Donc le Ah oui, général bravo. Mignot, au départ, nous a un peu fermé la porte sur les doigts. Et puis il est revenu vers nous quelques temps plus tard en nous disant bah ok finalement j'ai réfléchi alors je sais pas si il y a des gens qui m'ont dit que on faisait une enquête sérieuse mais il a accepté de nous parler en nous disant moi je veux bien vous parler mais je vous préviens si vous cherchez du sensationnel ça ne sera pas par moi, je veux tout relire, je veux absolument pas que vous trahissiez mes propos, parce que bien sûr, on lui a dit pas de problème. Et il nous a livré donc une interview et un témoignage juste hallucinant, ce qui fait peu, ce qui raconte peu, notamment dans la presse écrite. Et c'est vrai qu'on était, déjà on a passé un moment formidable à l'entendre nous raconter ce qu'il avait à nous dire et on était assez fiers qu'il accepte de nous parler en fait. Ouais, bah c'est une grande réussite parce que je crois que c'est la première fois pratiquement. Ah, il y a eu dans le temps, à l'époque du Cométa, il y a eu bien sûr Ouais, des il militaires. avait donné des interviews Mm. suite à sa déposition au Cometa, mais je crois qu'il s'était pas. En tout cas, s'il avait parlé, il l'avait pas fait comme il l'a fait avec nous. Et c'est vrai qu'il nous a longuement parlé pour le coup. Et puis on a été le chercher un peu quand même. C'est-à-dire qu'on a été le titiller un peu, on l'a un peu poussé jusqu'au bout, quoi. Et franchement, c'était un super moment de pouvoir l'écouter, de pouvoir recueillir son propos, quoi. Au total, ça vous a demandé combien de temps pour faire ces interviews? On a passé un an Dis-moi. dessus. Ouais, Comment? pratiquement 10 mois, un an, ouais. Ouais, Ouais. dis-moi. Ouais, ouais, ouais. Donc ça fait 400 pages dans le livre. Donc c'est quand Ça même fait ouais, 440 pages. au poids des mots, ça fait un bon pavé. Alors, Contact et OVNI, l'enquête. Enfin, petite histoire des mondes extraterrestres de l'Antiquité à nos jours. La dernière partie. Ouais, ce qui m'a semblé. Alors, pareil, il y a un choix éditorial, enfin, il y a un choix. C'est celui de la acheter quand même, parce que c'est vrai que vous avez choisi de vous ouvrir à l'international, de ne pas parler des enquêtes de terrain ni des travaux sur théoriques sur dossier. Mais là encore, mais par contre, je veux dire, vous privilégiez la HET. La HET, je veux dire, c'est l'hypothèse extraterrestre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce sigle. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Je ne vais pas l'oublier. Excusez-moi. Il y a beaucoup d'autres hypothèses, hein. Vous le savez forcément puisque vous avez passé par BTLV. Pourquoi cette limitée à l'acheter? Parce que c'est l'hypothèse que Monsieur Tout le Monde qui est attendue du public. C'est parce que pour vous c'est évident. Parce que pour moi ça n'est plus tellement évident. Bah, Bah, moi, nous, c'était notre point de départ. C'est-à-dire que déjà, au départ, comment dire, l'éditeur nous a dit on pourrait faire quelque chose sur les ovnis et la vie extraterrestre et les extraterrestres. Donc, l'attente de la commande, entre guillemets, c'était ça. Et puis, alors, bien sûr qu'il y a d'autres hypothèses. Les ovnis pourraient être des consciences venues du futur. Il y a plein d'autres hypothèses, mais la plus commune, comme notre objectif, c'était à la fois de partir à la fois de ce qui s'est passé en 2017
un. Et deux, de faire un livre quand même grand public, c'est-à-dire de réouvrir un dossier et de tenter de réintéresser les gens à ce dossier-là, notamment en France. L'hypothèse la plus commune, le cœur du sujet et comment dire, l'évidence, on est parti de l'évidence en fait, c'était de prendre la question des ovnis et du contact, qui est d'ailleurs le contact et les ovnis, c'est pas exactement la même question, mais enfin, on a couplé ces deux choses-là pour partir du cœur du sujet, quoi. Et après, effectivement, nous, notre objectif, c'était pas de, comment dire, d'étudier toutes les hypothèses théoriques, ça pourrait faire d'ailleurs l'objet d'un autre livre, mais c'était déjà de donner la parole. Et la troisième partie, c'est une partie qui est destinée à mettre un peu, puisque les deux premières parties sont quand même des parties d'actualité, c'était un peu destiné à mettre en perspective le sujet et à dire finalement, quand on se penche sur la chose, la pluralité des mondes, parce que la figure de l'extraterrestre, c'est ce que j'essaye de montrer dans cette partie, c'est que la figure de l'extraterrestre telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle émerge, on va dire, au 19e siècle. Mais la question de la pluralité des mondes et de la pluralité des mondes habités, elle existe depuis l'Antiquité, quoi. Et j'ai fait un petit travail de recherche là-dessus et qui est très intéressant parce que ça montre que déjà ce questionnement implique une physique, ce questionnement implique une métaphysique aussi, et que derrière cette question, il y a des tas d'enjeux philosophiques qui se déroulent. Donc c'était une façon de mettre en abîme à la fois historiquement, et en même temps quasiment conceptuellement, c'est-à-dire que montrer qu'il y avait un enjeu déjà historique et puis qu'il y avait vraiment aussi un enjeu philosophique sur cette question-là. Ça permettait de clore le livre sur cette densité-là, on va dire. Oui, en fait, faut pas trop en demander, hein. Effectivement, le livre, il traite déjà beaucoup de choses et il peut pas traiter toute l'ufologie, c'est impossible. Impossible. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, nous, on s'est posé des questions. À un moment donné, parce que sinon, on aurait eu un livre. On a déjà un livre qui est. Il y a une partie actu, une partie enquête et une partie historique un peu philo. Mais par exemple, à un moment donné, avec François, on s'est dit, est-ce qu'on parle des abductés? On parle des abductés ou on ne parle pas des abductés? Et si on est sur contact, on peut se dire que les abductés pourraient rentrer dans le sujet. Et puis on s'est dit, ah, on va trop éclater le truc, c'était compliqué. On avait une interview de quelqu'un du CERO, mais c'était difficile à coller dans l'unité. Il fallait quand même préserver l'unité du livre. Je comprends parce que j'ai cherché, j'ai pas mal navigué avec cette histoire d'abducté. J'ai fini par faire venir les gens du Cerro, mais c'est pas facile et c'est pas forcément les, les meilleures soirées d'OVNI Paris sur le sujet. C'est vraiment pas facile à traiter. Ce que je voulais dire, et après je me tais, mais c'est que nous, on n'a pas la prétention d'avoir épuisé justement le sujet. Si on a une petite prétention, c'est d'avoir peut-être donner envie à des gens qui vont se balader à la FNAC ou dans les librairies de dire tiens, voilà, j'y connais rien, je vois des noms sur la couverture, il y a des astronautes, il y a des militaires, il y a des astrophysiciens, il y a des religieux. Tiens, en fait, tous ces gens-là s'intéressent au sujet. Les astronautes, les militaires, les astrophysiciens, les gens de la sécurité, les psychologues s'intéressent au truc, donc moi aussi je peux m'y intéresser. C'était ça l'idée du livre en fait. Ouais, je crois qu'il est, sur ce plan-là, il est vraiment réussi. Ouais, tout à fait. Alors, bon, François, peut-être tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Non, je voulais justement reparler des abductés. C'est un sujet aussi qu'on aurait. Moi, je pensais vraiment le mettre dans ce livre. Et puis, en discutant avec Mathias et avec l'éditeur, on s'est rendu compte que ce serait un petit peu détonné. Mais c'est un sujet intéressant. Et je pense que ce livre, alors après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve avec Mathias, mais ce livre a ouvert pas mal de perspectives et pas mal d'autres sujets qui peuvent tourner autour. C'est-à-dire que dans ce livre, quand on prend la plupart des noms dans ce livre, ce sont des gens qui ont eux-mêmes écrit des livres. Donc nous, on a fait simplement une compilation des choses qui existaient. Alors,
Peut-être que demain, avec Mathias, on va s'intéresser à un sujet plus particulier. C'est par exemple le problème des ovnis aujourd'hui. On a deux problèmes qui sont traités dans le livre. Soit ils existent vraiment, mais ils sont tellement loin qu'on ne les verra jamais. Ça, c'est un peu la théorie de Françoise Combe. Soit il y a des tunnels, il y a des passages dans l'univers. C'est pour ça que Jean-Pierre Petit aurait été intéressant. Il y a la MHD, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer dans l'univers à une vitesse très rapide. Donc, c'est les deux grandes solutions qui existent sur les ovnis. Et il Bah, y a j'ai aussi donné Leroux. d'autres solutions un peu plus compliquées. Ils sont peut-être déjà sur Terre et on ne les voit pas. C'est Oui, les mondes absolument. parallèles, etc. Donc, il y a de multitudes de solutions, mais si on s'en tient à notre physique, ils sont tellement loin que ces braves gens, ben, on ne les rencontrera jamais jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, le sujet Mais OVNI notre, est. mais Donc, notre ça, ce physique, sera l'objet peut-être d'autres livres avec Mathias dans le futur. c'est la physique de 2025 et peut-être que dans Voilà. 2125, elle sera oubliée. Oui, parce que Voilà. parmi les gens qui nous ont répondu justement et qui offrent quand même des options théoriques, moi c'est ça aussi qui m'intéresse en tant que philosophe, c'est-à-dire que cette question-là, la question des ovnis et des contacts, euh, engendre une production théorique et donc de la production mentale incroyable, quoi. Et je pense là à Philippe Guillemont qui nous a répondu également. Bon, Philippe Guillemont est très fertile en termes d'options théoriques sur ce que peuvent être ces ovnis et d'où ils viennent. Et donc Philippe nous a également répondu dans une très belle interview. Et voilà, il y a quand même des pistes qui se dessinent, qui sont des pistes théoriques justement, avec des hypothèses et des choses comme ça, quoi. Ok. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver les micros pour ceux qui veulent nous poser des questions. Voilà. Donc, je viens de réactiver les micros et les caméras. Si vous avez des questions à poser à nous, pas à moi-même d'ailleurs aussi, mais surtout à nos deux conférenciers, eh bien, on peut y aller. Euh, J'ai est-ce une question là, que... je ne sais pas si vous l'avez vu. Je me demande bien pourquoi on interroge les religieux concernant les ovnis. J'ai pas entendu les qui, Pourquoi on interroge les religieux concernant les ovnis? Eh ben, je pense que rien que d'un point de vue social, enfin, c'est plutôt à vous de répondre, mais moi, je peux dire mon point de vue. C'est déjà que d'un point de vue social et d'un point de vue de la société, c'est sinon un point de vue extrêmement important. Hein. C'est-à-dire que l'idée de départ du livre, c'était aussi si demain il débarque, comment le monde va réagir, aussi bien les politiques que les religieux. Enfin, le monde va être transformé. Je pense que tous les problèmes de la Terre vont, vont se transformer en autre chose, en d'autres problèmes. Peut-être qu'on aura un gros problème si demain il débarque, ouais, selon les prédictions de Stephen Hawking. Mathias? Oui, alors, oui, 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 Mathias. ce qui nous intéressait justement dans cette question des contacts et des ovnis, c'était de savoir, bon, déjà ce qu'il en était, mais et s'ils sont là, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va produire? Quels sont et pas seulement sur le plan de la sécurité, mais sur le plan spirituel, intellectuel, psychologique, voilà. Et comment on peut apprendre ça? Est-ce que si demain on a, comment dire, parce que rendez-vous compte, si demain on a la certitude, la preuve qu'il y a une vie extraterrestre et une vie extraterrestre intelligente, bon, très bien. Que deviennent les religions et les dogmes religieux? Est-ce que ça change tout? Est-ce que ça change rien? Si ça change tout, est-ce que les religions s'effondrent avec leur théorie de la création du monde, donc voilà. En fait, ce qui nous intéressait, c'était de déplier ce sujet dans tous ses angles. Et nous, justement, on n'est pas
croyant, on ne soutient aucune thèse. On a juste tendu les micros en disant aux gens, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, d'ailleurs, est-ce que pour vous, ça existe ou ça n'existe pas? Est-ce que c'est un sujet intéressant ou est-ce que c'est un sujet qui n'est pas intéressant? Et les interviews de Arnoux et de EV sont, à mon avis, passionnantes parce qu'ils nous ont répondu et ils nous ont dit, bien sûr, que c'est un sujet intéressant, que c'est un sujet capital pour l'humanité. Donc rien que ça vaut validation en gros de l'intérêt pour le sujet, quoi. Donc et ça n'a jamais été fait. On n'a jamais été chercher ces gens-là sur ce sujet-là. Donc nous, on trouvait intéressant de déplier la dimension spirituelle, religieuse, intellectuelle. On a interrogé un franc-maçon aussi pour savoir si chez les francs-maçons c'était un sujet, la voûte étoilée, est-ce qu'elle est habitée ou pas? Est-ce qu'il y avait un sujet ou pas? Bon, voilà. C'était nous, notre étonnement et notre curiosité nous a poussé à interroger ces gens-là. Moi, je suis persuadé que ça va, et même au plan pratique, ça peut poser des problèmes énormes. Au plan politique, euh, d'un seul coup, si une civilisation plus avancée que nous se révèle, bah, c'est eux les patrons dans l'inconscient des Oui, gens. C'est donc politiquement, déjà tout de suite, ça pose un problème. Et ensuite, ils vont interagir avec qui? Avec Poutine ou avec Trump? Ou les deux en même temps? Pas facile. Et ça pose Les Chinois aussi. et bien sûr, les Chinois, bah oui. Je les oubliais, nos amis de Chine. Les hindous, enfin, etc. Au plan politique, ça pose énormément de problèmes. Au plan économique, ça peut être catastrophique pour notre économie. ah bah, Et il y a des implications dans tous les domaines, quoi, en fait. tous les Et c'est domaines, justement, absolument. parce que nous, on a fait couvrir des pistes, en fait. C'est-à-dire que déjà, on n'apporte pas de solution, on n'a pas de théorie, justement. On a fait que aller ouvrir des pistes, ouvrir des portes et voir si elles étaient intéressantes ou pas. Alors, je dois dire que la plupart qu'on a ouvertes étaient quand même effectivement intéressantes parce que les gens qui nous ont répondu étaient intéressants. Donc, on a eu de la chance sur ce plan-là. Mais effectivement, c'est un sujet qui n'a pas de fin dans ses implications, quoi. Ouais, bon, si vous avez des questions, c'est le moment. Rémi, tu as souvent des questions, Rémi, s'il est là. Rémi Fauchereau, bien sûr qu'il est là. Il n'a pas activé le son. Oui, voilà. Vous Salut m'entendez? Rémi. Oui, très Bonjour bien. à tous. Oui, à toutes. Oui, je voulais dire, j'ai cru comprendre que vous aviez donc des projets pour le futur dans ce domaine-là, dans le domaine des ovnis. Et comptez-vous refaire encore, enfin refaire, continuer à faire des publications sur le sujet ou sur des sujets un peu différents, comme vous aviez abordé tout à l'heure les contactés ou les abductés? François, tu veux répondre? Bah, on peut répondre, enfin oui, conjointement, c'est-à-dire que pour l'instant, bah, il faut trouver le sujet, il faut trouver les intervenants, le sujet, l'éditeur, donc ça fait beaucoup de questions. Pour L'éditeur, l'instant, l'éditeur, on l'a et on a même on en a même un autre potentiellement qui serait. Oui, l'éditeur, on l'a et Bah, il on doit a être même. content, c'est l'éditeur, le puisque sujet. Après, Bah, avant tout, c'est le sujet et trouver le l'angle. public qui peut aller avec le sujet, tout en sachant que nous, on n'est pas du tout ufologue, donc faut Mhm. vraiment trouver un développement sur. Moi, je pense qu'il y a pas mal de sujets à faire, justement, avec les. Moi, j'ai fait un livre avant sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a peut-être des convergences entre l'intelligence artificielle et la recherche du futur. Je me rappelle que à Bethel, on avait souvent reçu les frères Bogdanov et leur grand espoir, c'était le télescope Webb. Ils attendaient avec impatience que ils nous disaient à chaque fois que grâce à Webb, on découvrirait certainement la vie extraterrestre, quoi. c'est Malheureusement, très ils sont possible. décédés avant la mise en Oui. service, quoi. Bah, Mhm. ce machin, il a mis plus de 10 ans à être construit, il a coûté 10 milliards de dollars.
Mais malgré tout, c'est une merveille technique. Et effectivement, il fait des découvertes qui nous rapprochent peut-être de la découverte de la vie extraterrestre. Alors, la vie au sens biochimique, hein, pas au sens. Biochimique, ouais. Ouais. D'accord, Et merci. lui, Mhm. oui, Non, Oui, mais je disais merci. l'envie de continuer et de refaire autre chose, déjà pour améliorer nos techniques de travail, parce que c'est le premier livre qu'on écrivait ensemble. Écrire un livre tout seul, c'est déjà compliqué. À deux, c'est pas toujours plus simple. Donc, on est toujours amis, donc on s'est pas fâché définitivement. Donc, oui, on a envie de faire d'autres choses. La question, c'est justement arriver à trouver toujours un angle, c'est-à-dire faire un livre pour faire le livre supplémentaire que tout le monde peut faire. Bon, on a peur nous-mêmes de s'ennuyer, donc on est en train de chercher la bonne idée qu'on pourrait avoir pour reprendre cette question-là et effectivement voir ce qu'on pourrait faire. Mais si on trouve, effectivement, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, les abductés, on n'a pas abordé. Euh, Peut-être qu'on pourrait faire un livre sur justement toutes les théories, c'est-à-dire passer là un livre beaucoup plus quasiment théorique sur euh, oui. toutes les théories autour de la question extraterrestre. Ouais. Ça pourrait être. Euh, Voilà. Parce que, par exemple, ce livre-là, OVNI, dont je t'ai parlé, non, c'était à Jean-François que j'en ai parlé. Euh, le livre de François Xmada, Les ovnis et l'humanité, qui est dans la mouvance, je dirais, galactique. Il y a énormément de théories qui sont reprises, auxquelles l'auteur croit, donc il les présente, mais il les présente de façon tout à fait honnête, hein, en disant, moi, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, j'expose mes idées. Il y a certainement un sujet à faire sur toutes ces théories depuis les anciens astronautes Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, jusqu'à les abductions. Et peut-être, alors c'est peut-être un peu délicat effectivement de parler des galactiques, mais je crois ça serait bien que quelqu'un se lance parce que On s'est posé la question, nous, à un moment donné, mais bon, parce qu'on a mais c'est eu un moment. polémique. Mais ouais, oui, puis le problème, c'est difficile de mettre des gens de la Confédération Galactique à côté de Avi Loeb, c'est-à-dire que ou de scientifiques. C'est pas le même statut de parole, donc Ben, bon, même nous, on a un éditeur qui était un peu particulier parce que quand on écrit un livre, en fait, bon là, on l'a écrit à deux, mais le livre, on l'écrit à deux, mais on est à trois avec l'éditeur parce que l'éditeur nous dit, ah, les gars, il faut trouver des trucs, il faut trouver des témoignages forts, il faut trouver des gens qui sont vraiment hum, impliquants, voilà. Et puis quand vous produisez une interview qui est un peu trop perché, il vous dit ah ouais mais non mais là c'est trop perché, on peut pas le mettre parce que le livre et ça va décrédibiliser le livre et tout. Donc on est un peu dans cette double injonction contradictoire avec hum, laquelle il faut composer aussi. C'est une question d'équilibre, mais justement on est en train de réfléchir à ça. On pourrait à la limite faire un livre complètement à fond dans les théories et là parce que c'est un peu d'ailleurs ce qu'a fait Maxence Laillé avec le printemps des ovnis, hein, oui, oui. qui Il est a fait un livre, Voyage au pays des ovnis. Ouais. ouais, qui est un livre pour moi complémentaire d'une autre, justement, complètement. C'est pareil, c'est une forme d'enquête. Bon, l'écriture n'est pas la même, mais le livre de Maxence est un livre très intéressant et très complémentaire avec celui qu'on a fait, quoi. Il reviendra au Vini Paris là, pour la table ronde dont j'ai parlé sur la mouvance galactique. Et il a fait un voyage au Japon. Il a étudié, il a fait une reconnaissance, une enquête sur l'ufologie japonaise, et il en parlera en 26 D'accord. 2026. Ouais, il paraît aussi. Ouais, voilà. Bon, bah, si les gens ne posent pas de questions, on va, on va pas les poser. Je suis sûr que non, des- bon, en tout cas, c'était bien. Je vous remercie tous les deux d'avoir passé du temps, d'avoir répondu à des questions que j'ai pas posé des questions, oh, je dirais pas agressivement, mais enfin, j'ai quand même essayé de chercher à savoir le pourquoi des choses.
Ah, c'est Euh, normal, ça fait partie de. oui. Nous, on était ravis de répondre à ces questions parce que, voilà, quand on fait un livre, c'est aussi la rencontre avec ses lecteurs et son public. Donc, c'est la moindre des choses de répondre à toutes les questions, quelles qu'elles soient, quoi. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être passer à d'autres activités. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, on va peut-être clôturer cette session. Alors, je OK. vous remercie tous les deux. Ben, merci Tiens, beaucoup. Patrick, Patrice, je voulais te demander une question parce que tu as fait une réflexion tout à l'heure qui m'a mis la puce à l'oreille. Tu as dit, pour moi, il y a le phénomène ovni, mais je suis plus très sûr de l'hypothèse extraterrestre, j'en vois une autre. C'est pour ça que tu as dit quelque chose comme ça. Oui, alors j'ai peut-être pas été Tu peux très. préciser ce genre de choses, non? Oui, alors effectivement, euh, d'abord, je pense que le phénomène ovni est pluriel. Une Oui. partie du phénomène, et ce sont des choses naturelles et ou biologiques un peu spéciales. Ça, c'est une partie du phénomène, donc qui est très intéressant, qui n'est pas connu par la science, mais qui ne. Et puis l'autre côté, il y a la partie ovni vraiment appareil artificiel qu'on voit dans l'atmosphère, enfin qu'on voit. Oui, on voit des choses dans l'atmosphère. Les radars aussi voient des choses, donc il y a vraiment quelque chose. Et puis aussi, on sait qu'assez souvent, ils se déplacent, ils plongent dans l'eau, ils ressortent de l'eau, donc c'est vraiment des machines. Peut-être pas au sens mécanique du terme, mais enfin des engins. Euh, Effectivement, il y a l'idée des transformations dimensionnelles, des passages interdimensionnels. Moi, je suis un peu sceptique là-dessus, parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais les gens te disent, les scientifiques maintenant connaissent bien plus que les trois dimensions de l'espace, ou même la quatrième dimension avec le temps. Il y a des théories qui utilisent jusqu'à 14 dimensions d'espace, donc pourquoi pas. Et puis aussi, il y a les théories assez anciennes d'Everett, par exemple, sur les multi-univers. Donc pourquoi il n'y aurait pas des passages, soit vers une autre réalité, soit vers d'autres dimensions? C'est possible. Euh, Ce que je voulais dire, mais ce que je voulais dire, c'est pas tout à fait ça. C'est que je suis pas du tout. Moi, l'hypothèse extraterrestre en général, c'est les gens parlent, pensent qu'il y a quelque part dans la galaxie, sur une planète, une évolution parallèle qui a donné des êtres qui n'ont rien à voir avec nous génétiquement parlant, mais qui ont évolué et qui maintenant nous visitent. C'est vraiment cette idée de vraiment d'être extraterrestre au sens fort du terme. Moi, je suis pas du tout persuadé que les extraterrestres sont des extraterrestres. Je pense qu'il est très possible que les extraterrestres, s'ils existent, sont d'origine humaine. C'est vraiment ce que je voulais dire. Ah oui. Alors, bon, je pourrais, c'est peut-être un sujet de livre, mais pour l'instant, Mhm. je n'ai pas commencé ça. Mhm. Voilà ce que je voulais dire. Oui, merci. Bon, bah écoute, voilà. Quelqu'un d'autre a une autre question? Apparemment pas. Bon, François et Mathias, Ben, vous Merci, merci à êtes. Patrice. vous. Voilà, ok. Eh ben, je vous remercie tous les deux, vraiment. Et puis, donc, comme j'ai dit, je vais monter ça et le mettre sur YouTube. Et le livre est toujours dans toutes les bonnes librairies, donc n'hésitez pas pour ceux qui l'ont pas lu, allez Bien le. sûr, non, mais tu as entièrement raison. Moi, je Merci l'ai, mais beaucoup. je ne l'ai pas encore lu. Ah, tu le lis pas en une seule fois. Moi, j'ai pas réussi à le lire. Oui, C'est oui, pas un oui. roman hein, que tu lis, que Oui, tu ben, termines à 4 heures du c'est bien matin. parce que finalement, il y a des chapitres, tu peux t'arrêter et puis reprendre après. Et puis, tu peux Oui, même, les interviews tu peuvent peux, se lire séparément, de toute façon. Oui, ça peut oui, se lire, voilà, c'est comme à la carte, je dirais. Voilà. oui, oui. Bon, allez, cette fois-ci, je vais fermer. Messieurs, dames, Merci. bonsoir. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir.